Tout de suite, on parle stratégie d'investissement sur les marchés. Va-t-on vers une fin d'année en beauté? Déjà, 2017 a été une très bonne année. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2018? C'est toujours très difficile à dire, parce que les paris qu'on prend en début d'année, 12 mois plus tard, on se rend compte que finalement beaucoup de choses se sont passées entre-temps. On en parle tout de suite avec Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Avant de nous donner votre avis sur la question, déjà, retour sur cette année de 2017 qualifiée de surprenante par la plupart des opérateurs. Vous faites partie de ceux qui ont été surpris de ce qui s'est passé? J'ai été surprise par ce qui s'est passé aux États-Unis, effectivement, par l'écart qui n'a pas cessé de s'accroître entre la performance européenne et la performance américaine. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur le marché européen, c'était exactement mon scénario. Je pensais qu'on aurait quelque chose beaucoup plus proche sur les marchés américains. C'est-à-dire une hausse de moitié de celle que l'on a eue. Une hausse jusqu'aux élections françaises, c'est-à-dire buy the rumor, sell the news, comme on dit. Donc acheter avant la nouvelle et puis vendre après, puisque en début d'année, on avait toujours pas mal d'inquiétudes politiques. Souvenez-vous, on ne savait pas très bien en France qui allait remporter ces élections. C'était très dispersé. Macron n'était pas du tout là où il a terminé. On avait la peur du FN, avec les incertitudes sur la politique monétaire, de la devise, même au-delà de la monnaie. Et puis, tout ça, comme fréquemment, tant qu'on est dans la partie où il y a toutes les incertitudes, c'est le moment où le marché monte. Et puis, quand on a eu le résultat des élections, où tout le monde a été conforté... C'était le lendemain du premier tour, en fait. Non, du deuxième tour. On a encore monté entre le mais le bon, il a surtout été... oui, entre les deux tours. Bon, on a eu une bonne hausse en janvier aussi. Donc le décalage. Donc ça, le début d'année, c'était bien en Europe. Aux États-Unis, ça a été plus calme. Mais après, l'écart n'a pas cessé de se creuser en sens inverse. Alors bien entendu, a posteriori, on sait qu'on peut expliquer une partie de cet écart par la performance de l'euro, qui a été forte et qui, elle, moi je trouve, n'est pas si simple à expliquer. Ça peut faire partie des choses qui surprennent, d'ailleurs moi qui m'ont surpris pour 2017, puisque si on s'intéresse aux écarts de taux d'intérêt qui sont censés quand même être importants dans la performance d'une devise, les devises qui ont les taux d'intérêt les plus élevés sont celles que les investisseurs doivent favoriser, parce que s'ils les achètent, une fois qu'on a la devise, il faut placer son argent. Donc pour placer son argent, on le place dans les obligations les plus courtes, ce qu'on appelle le marché monétaire, des taux d'intérêt à donc 1 mois, 3 mois, 6 mois, qui sont très peu risqués, qui n'ont pas beaucoup de sensibilité aux variations. Et ces taux d'intérêt sont bien sûr beaucoup plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Donc c'est plutôt de ce côté-là quelque chose qui aurait dû favoriser le dollar. Maintenant, l'arrivée de Trump dans l'ensemble à partir du mois de janvier a été considérée comme mauvaise pour le dollar, et pour beaucoup de gens, c'est quand même ce qui justifie la baisse de ce dollar et la force de l'euro au cours de l'année. Donc ça a expliqué une partie de la sous-performance des actions européennes, mais ça n'est pas le seul élément, et les autres, bien entendu, sont restés peut-être plus opaques. Ça a beaucoup surpris, je crois. Bon, moi, ça ne m'a pas surpris pour le coup, ça, c'était... ça ne m'a pas surpris parce que, si vous voulez, en analyse comportementale, c'est quelque chose que l'on ne cesse de répéter par rapport à l'analyse classique, c'est que les tendances sont toujours extrêmement persistantes. Et au-delà des tendances de prix, parce que la plupart d'entre nous... La hausse encourage la hausse, c'est ça? Oui, mais c'est aussi les tendances qu'on appelle de force relative, c'est-à-dire une force relative, c'est la tendance d'un indice par rapport à un autre indice. Donc, en l'occurrence, la tendance des indices européens par rapport aux indices américains, ça fait des années qu'on sous-performe. Et pour interrompre ce type de mouvement, de sous-performance, il faut en fait soit un événement choc qui fait que tout bascule en quelques jours, soit il faut de très longues formations, ce qu'on appelle la construction de base. Quand je dis très longue, en Europe, ça fait depuis 2007 qu'on sous-performe de mémoire, donc ça fait 10 ans.
Ça veut dire qu'il va nous falloir une base de 2 ans, alors au moins, si peut-être 3, 4. Et pour l'instant, l'écart va continuer de se creuser. Là, on regarde le Dow Jones à 24 400 bientôt. L'écart va continuer de se creuser pendant ce temps. Écoutez, moi, j'ai rien pour le moment qui me permette de penser le contraire. Et bien entendu, surtout ce dont il faut se souvenir, c'est que, étant donné que ces tendances sont persistantes, il nous faut des bases longues, mais quand on retourne la tendance, eh bien, là aussi, on va avoir quelque chose de persistant. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une Europe qui surperformera peut-être pendant 3, 4, 5 ans. Donc, ça ne sert à rien de se dépêcher pour essayer d'acheter cet écart au plus bas, puisque on essaye d'économiser un petit quelque chose pour entrer très tôt, mais en entrant face à une tendance qui est extrêmement défavorable, donc on prend un risque très élevé, alors que si on arrive avec un petit peu de retard, on a une probabilité à ce moment-là qui est beaucoup plus forte d'avoir raison. Et donc voilà. Donc moi, pour le moment, je continue à privilégier les actions américaines, même si les gens sont un petit peu surpris quand je dis ça. Ils me disent oui, mais elles sont au plus haut, etc. Oui, mais comme on le voit, les actions qui sont au plus haut sont celles qui restent au plus haut et continuent à progresser le plus longtemps. Ça, c'est le Nasdaq. Vous me disiez en préparant cette émission que le marché européen est en phase de japonisation. Enfin, on risque de. On peut faire un parallèle avec le marché japonais. C'est vraiment le risque auquel il faut être attentif. Parce que le marché japonais, il suit le marché américain pour l'instant, mais bon. Oui, je pense plutôt à ce qui s'est passé en termes de décrochage entre le marché américain et le marché japonais dans les années 90. Alors, ne me prenez pas au mot, c'est-à-dire que les circonstances d'abord sont très différentes. On était à l'époque dans un monde qui était désinflationniste. Aujourd'hui, on est plutôt en fin de désinflation et on va plutôt avoir une reprise de l'inflation américaine à horizon de quelques années. Donc ça va quand même pas mal changer la donne pour l'Europe, mais il y a certains éléments qui sont comparables et surtout il ne faut pas oublier, c'est qu'on a pendant des années, la performance des marchés européens a été très indexée sur celle des marchés américains. Ça n'est plus le cas depuis 2007 et on se dit oui mais là on est revenu sur des excès par rapport à ce que historiquement on avait connu comme décorrélation, parce qu'on a eu quand même des périodes de décorrélation. Oui, mais est-ce que cet excès ne peut pas durer beaucoup plus longtemps ? Finalement, le marché japonais a montré qu'on pouvait avoir une zone économiquement pourtant assez forte dans certains aspects. Le Japon a été un pays extrêmement exportateur des années 90 à aujourd'hui. Et le reste il est resté dans l'économie internationale comme une zone importante. Donc on peut toujours avoir un rôle important dans l'économie internationale en tant qu'Europe, mais boursièrement, on peut avoir un décrochage complet des États-Unis. Et on a cette politique monétaire et cette devise qui est maintenue extrêmement faible en Europe. Alors c'est pas ce qu'il y a eu au Japon, mais qui d'une certaine façon rappelle la déflation qui existait au Japon et qui, elle, pour le coup, était à l'origine de la sous-performance des indices japonais. Le combat contre l'inflation n'est pas gagné en Europe. Non, il suffit d'écouter les banques centrales et si on regarde les chiffres, c'est pas gagné du tout. Le simple fait que la BCE poursuive comme ça son quantitative easing est un signe. En tout cas, le marché japonais, le Nikkei en ce moment, lui, n'a pas de sous-performance. Alors, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, on est d'accord. Par rapport au marché américain. Absolument. En quelques mots, il est trop tôt pour faire des plans pour 2018 là ? On peut toujours faire des plans pour 2018. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai plutôt tendance à les faire mi-janvier. D'accord. Donc, je n'ai pas trop envie de m'exprimer parce que. Indications, non on reste un petit peu sur le même plan que. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ce toujours qui s'est les actions. Alors. Ça dépend des zones. Pour le moment, on n'a rien qui change entre le fait qu'aux États-Unis, ça reste favorable au marché action et plutôt défavorable au marché obligataire. Et c'est le contraire en Europe. C'est exactement l'opposé en Europe. En Europe, il vaut mieux avoir des obligations que des actions. Et pour le moment, il n'y a rien qui nous dise que ça va changer. On va voir. On a des banques centrales demain et après-demain. On va surveiller les perspectives, l'outlook, comme on dit, de la Fed. Oui, je ne suis pas sûre que la Fed, ça change beaucoup maintenant, parce qu'en fait, ce qui pourrait changer, c'est quand Jérôme Powell va arriver et la façon dont il va s'exprimer, et c'est sa prise en main qui potentiellement va changer les choses. Là, on a encore Janet Yellen. Donc, c'est pas la Fed qui va changer le plus la donne, a priori. Très bien. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous ce matin. Valérie Gastaldi, analyste senior chez Day by Day. Très bonne journée. Bonne journée.